On va attendre que tout le monde arrive. Hop, c'est la retranscription, ça ne sert à rien. Voilà. On va attendre encore quelques minutes. N'hésitez pas à dire hein, dans le chat si vous voyez bien le support qui est présenté. Et également, en attendant que tout le monde arrive, n'hésitez pas à nous indiquer un petit peu vos attentes par rapport à ce webinaire, de quel type de structure vous êtes. Comme ça nous permettra d'ajuster le contenu. Alors, je vois que ça tapote. Autorisé. Oui, c'est un format. Alors, c'est un format webinaire. Alors, c'est pas une réunion. Donc, pour toute question ou interrogation, réaction par rapport à ce qu'on va dire, vous avez donc l'onglet Conversation pour écrire. Vous avez aussi un onglet Q&A, un question-réponse, si vous souhaitez aussi intervenir tout au long de ce webinaire. Alors, je rappelle la thématique aujourd'hui, GPEC de territoire, anticiper les mutations pour préparer et accompagner les compétences de demain. On va attendre encore une minute que tout le monde arrive. Donc, un webinaire animé par Emmanuel et Laurent que je vais laisser se présenter, même si on va revenir dessus juste après. À vous. Bonjour à tous, donc je suis Emmanuelle Soyer, je suis directrice de projet du Conseil en évolution professionnelle. Je m'occupe de 3 régions, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. Et puis j'ai, je dirais, une antériorité également sur tous les dispositifs d'accompagnement des actifs, qu'ils soient en emploi ou salariés, et notamment travailleurs indépendants dans le cadre du CEP. Bonjour, donc Laurent Denouel, je suis consultant et responsable de la gamme études au sein du cabinet, donc tout ce qui est aussi des approches macro, dont les approches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de territoire. Nous avons donc souhaité mettre en place ce webinaire afin de pouvoir vous présenter un peu comment nous avons une conception, nous avons une approche de la GPEC de territoire, afin effectivement d'anticiper les mutations et de préparer et d'accompagner les compétences de demain. Merci Laurent, merci Emmanuel. Alors, je vous laisse première partie, la présentation du cabinet en tant que tel. Emmanuel, je te laisse. Alors, Catalyse Conseil, donc nous fêtons très prochainement, la semaine prochaine, nos 35 ans. Nous sommes un cabinet conseil spécialisé en stratégie et management des ressources humaines, implanté à l'origine plutôt dans l'Ouest, mais aujourd'hui sur un certain nombre de régions. Nous sommes donc une SAS dans lequel, je dirais, on a un peu une gouvernance atypique puisque les salariés sont notamment actionnaires une partie des salariés sont actionnaires de la structure. Depuis 2019, l'État nous a reconnu, nous avons obtenu le label ISUS, qui reconnaît, je dirais, notre utilité sociale et en tant qu'entreprise solidaire, notamment par la DRETS, hein, qui fournit ce label. Parallèlement, on est une entreprise engagée et on a un dirigeant qui est adhérent du réseau dirigeants responsables de l'Ouest qui sont engagés dans des responsables
dans des actions, je dirais, de développement engagé, durable, et dans des démarches RSE. Et puis, on est également signataire de la charte de diversité, donc qui nous engage sur aussi, notamment notre politique RH et la diversité de nos collaborateurs, globalement. Tu veux prendre la main, Laurent, ou... Alors, le cabinet a une offre de services qui se structure auprès de trois grands publics. On a un public qui est effectivement les actifs, les particuliers, et notre objet, c'est d'accompagner ces actifs dans leur parcours professionnel, tout au long de leur parcours professionnel. C'est d'accompagner les organisations, les entreprises, le milieu associatif sur des questions RH, sur des questions d'organisation, sur des questions de stratégie. Et c'est d'accompagner l'efficience des politiques publiques et donc d'accompagner les territoires, d'accompagner les branches professionnelles, d'accompagner les secteurs dans des démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d'identifier les évolutions, les transformations des secteurs, des branches, des territoires et d'identifier les besoins en compétences de demain. Ces trois approches sont complémentaires et ce qui nous permet bien d'avoir une vision assez globale qui nous permet de passer, on va dire, du micro, de l'actif jusqu'au territoire, de façon à pouvoir accompagner les emplois et les compétences dans leur transformation, leurs évolutions, et de travailler avec les acteurs à une vision pour demain de leurs besoins en emploi et en compétences. Et effectivement, comme le disait Emmanuel, ça fait 35 ans que le cabinet existe. Le cabinet est né au sein d'un territoire, dans une approche emploi, compétences, formation. Et dès son démarrage, la question de la GPEC de territoire a été un des vecteurs forts de la structuration du cabinet. Et donc, que tu rappelles évidemment, on vient de le dire, hein, d'Emmanuel et Laurent. Alors, Le déroulement de ce webinaire. Nous allons d'abord poser le cadre hein, et se dire pourquoi, effectivement, pour nous, les territoires sont vraiment au cœur d'une démarche de GPEC. Nous allons identifier ensuite un peu les facteurs déclenchants que nous avons pu, dans nos interventions, identifier comme étant les motivations qui ont amené des territoires à mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la démarche, les outils, la- comment c'est un enjeu incontournable pour les territoires, et puis quelques approches de financement, et puis un outil auprès de particuliers, auprès des actifs, qui est le conseil en évolution professionnelle, et on élargira à d'autres dispositifs de financement pour les actifs. Voilà le déroulement de ce temps de travail, de cette séquence que l'on va avoir ensemble. Donc déjà, ce qu'on peut aujourd'hui nous constater comme grand facteur d'évolution pour les territoires et comment les territoires sont vraiment au cœur d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les grands facteurs d'évolution que nous constatons aujourd'hui, c'est des transitions écologiques, on va y revenir, numériques et économiques. Au niveau écologique, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a de grands facteurs aujourd'hui qui impactent un nombre important de secteurs et que ces facteurs écologiques sont d'un côté sous des formes de perte d'emploi et d'un autre côté sous des formes de création d'emplois. Ainsi, le bâtiment, une étude de l'ADEME met en avant qu'entre 150 et 200 000 emplois seront créés dans le bâtiment d'ici 2030 afin d'accompagner les rénovations énergétiques. Un autre impact sur un autre secteur, euh, le secteur automobile. Le secteur automobile passe du thermique à l'électrique et 30 à 40% des emplois sur l'entretien classique, garage de proximité, euh, vidange, changement de pièces mécaniques, ça va disparaître. En revanche, il va y avoir un nombre d'emplois conséquents qui vont être créés pour la maintenance des bornes de recharge. Donc on voit bien comment, et effectivement, c'est 15 000 techniciens à 20 000
techniciens qui pourraient être recrutés dans les prochaines années. Donc là, on a bien des transformations qui peuvent apparaître comme macro. Et en fait, quand on les regarde de plus près, c'est vraiment les territoires qui vont avoir à gérer ces évolutions. Emmanuel, peut-être. Oui, bah, on le voit déjà, puisque dans le cadre du CEP, on est amené à accompagner des salariés qui peuvent être, je dirais, confrontés à cette transition écologique. Je pense notamment dans le monde de l'automobile et des sous-traitants automobiles, ou à l'initiative du salarié ou en lien avec son entreprise. Il y a des réflexions qui sont portées autour des transferts de compétences sur voilà, des évolutions, je dirais, structurelles de l'entreprise. Et nous, on peut être amené à effectivement accompagner des salariés qui peuvent être sur des lignes de moteurs thermiques pour travailler à du transfert vers, je dirais, je dirais des moteurs électriques, notamment. Je pense aussi au monde de l'agroalimentaire, à l'automatisation de lignes de production, etc. Et puis, globalement aussi à des transformations écologiques aussi dans les usages des consommateurs. Je pense à l'industrie de la viande aujourd'hui, où on voit qu'il y a des transformations des modes de consommation qui vont impacter les métiers. Et dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on peut être amené à accompagner des salariés qui peuvent être je dirais, confrontés à ces transitions. De la transition écologique, on repère des transitions numériques. Avec Morgane, on peut passer. Tout à fait, tout à fait. Donc, des transitions numériques, là, on observe le commerce de proximité. On est bien encore sur une question du territoire, comment le territoire va accompagner les commerces de proximité avec des emplois qui étaient, on va dire, aujourd'hui plutôt des emplois d'employés de maintenant, enfin d'installation de mise en rayon à demain des personnes qui vont devoir gérer du numérique avec une approche click and collect, avec des approches de vente en ligne, avec des approches de magasins qui sont dans de la présentation de produits en circuit court. De même, dans le secteur agricole, 20 000 emplois supplémentaires devraient être créés avec des nouvelles formes, de nouveaux emplois dans le secteur agricole, des gens qui vont gérer des capteurs, qui vont gérer des drones, qui vont gérer des logiciels de gestion. Donc encore un facteur qui paraît macro et qui en fait sur les territoires vont avoir des impacts directs pour, euh, pour les entreprises et les emplois et les compétences. Au niveau des transitions économiques, aujourd'hui, depuis quelque temps, nous vivons un renversement de l'économie. Et sur cette dernière année 2024, effectivement, nous avons vu un nombre de plans sociaux de PSE se mettre en place conséquent, puisque à minima 300 PSE sont identifiés, avec à minima 150 000 suppressions d'emplois sur l'année 2024, et les prévisions pour l'année 2025 sont identiques, voire supérieures. Donc, des, des impacts en termes de diminution d'emplois et parallèlement des impacts en termes de création ou tout du moins de métiers qui restent en tension, puisque les infirmiers, le bâtiment second œuvre, logistique, sont des métiers un peu classiques où on identifie toujours des besoins en recrutement, donc des territoires qui ont à gérer d'un côté des pénuries, de l'autre côté des tensions et donc du rapprochement des compétences. Et là, effectivement, des outils comme le conseil en évolution professionnelle peuvent permettre ces rapprochements et une GPEC territoriale peuvent les accompagner. Ainsi, effectivement, si on peut continuer, l'enjeu pour les territoires, c'est de réussir l'adaptation des compétences pour garantir à la fois l'employabilité des individus et la compétitivité des entreprises avec un objet qui est d'organiser cette transformation à l'échelle locale, d'accompagner cette transformation à l'échelle locale, avec une démarche qui doit explorer des enjeux en termes des enjeux humains, des enjeux économiques, des enjeux politiques, une méthode, et on va voir comment structurer une méthodologie, et puis des aides financières pour accompagner ces projets, pour que le territoire puisse se mobiliser et accompagner les transformations économiques, environnementaux
en termes de compétences et d'emploi sur ces territoires. Ce que l'on peut constater, là où nous sommes interpellés souvent sur différents facteurs déclenchants. Le cas classique de la mise en place d'une GPEC territoriale, un PSE, une entreprise un peu majeure sur un territoire qui vient déstabiliser le territoire par une fermeture, par exemple. Et donc, on a un peu une réponse conjoncturelle à ce moment-là de la mise en place d'une GPEC territoriale, avec une interpellation des acteurs locaux qui viennent un peu en situation de crise, demander à la structuration d'une GPEC territoriale. Ce qui peut aussi amener la création d'une GPEC territoriale, c'est des territoires avec de fortes saisonnalités en termes d'activité. Un des outils, par exemple, qui a souvent permis d'accompagner, c'est la mise en place des groupements d'employeurs comme une forme de réponse à une GPEC territoriale, donc qui est d'accompagner les salariés tout au long de la saison et peut-être de passer d'une entreprise à une autre selon les besoins. Nous sommes, comme disait Emmanuel, nés en Bretagne, et en Bretagne, nous sommes fortement impactés par l'agriculture et donc la saisonnalité. Donc, on repère bien ce type d'approche et on a pu accompagner des groupements d'employeurs qui reposaient sur la saisonnalité. Les mutations environnementales, les mutations numériques sont aussi des moments qui viennent impacter les territoires fortement, qui viennent impacter les compétences et qui peuvent être des facteurs déclenchants de la mise en place d'une GPEC territoriale. J'ai envie de dire que euh, le quatrième facteur, qui est sûrement le facteur le plus structurant et le plus intéressant, qui est comment on anticipe. Et souvent, les GPEC territoriales se mettent en place dans le cadre de situations de crise au regard de problématiques identifiées. Et c'est comment, dans la démarche, nous verrons cela, nous pouvons mettre en place un dispositif qui est structurant et un dispositif venant anticiper les besoins en compétences et un dispositif pérenne et non pas uniquement la mise en place d'un dispositif uniquement pour gérer des crises. La démarche que nous préconisons, un des enjeux très forts et indispensables, c'est la mobilisation d'une gouvernance, c'est la mobilisation des acteurs autour d'une gouvernance. Effectivement, si à un moment les acteurs politiques, institutionnels, économiques, les acteurs de l'emploi ne se réunissent pas, ne sont pas tous partie prenante dans cette démarche, et ben nous risquons on va dire à plus ou moins long terme, d'avoir une démarche qui reposerait pas sur, on va dire, ces quatre jambes, le politique, l'institutionnel, l'économique et les acteurs de l'emploi, mais reposant sur deux ou trois jambes, ce qui peut amener une démarche qui aura du mal à s'inscrire dans la temporalité. Un enjeu économique. Effectivement, la GPEC territoriale a un enjeu économique fort puisque c'est de renforcer la compétitivité du territoire en accompagnant et en permettant à ces entreprises d'anticiper ses besoins en emploi et en compétences. Et puis, il y a un enjeu de financement que nous verrons, puisque tout ça, effectivement, nécessite d'avoir des moyens financiers qui permettent d'accompagner des projets, qui permettent d'accompagner des projets sur l'aspect économique, avec des entreprises qui peuvent vivre des reconversions, qui peuvent nécessiter d'accompagner sur les aspects environnementaux et numériques, et qui peuvent nécessiter, et sûrement nécessiter, d'accompagner le territoire sur la partie emploi, compétences, formation, et comment on accompagne les actifs du territoire à pouvoir évoluer d'un secteur professionnel à un autre, d'un emploi à un autre, d'une compétence à une autre. 4 niveaux d'intervention à minima. Effectivement, les niveaux d'intervention nécessitent, comme je le disais, de mobiliser les acteurs politiques. Souvent, les collectivités sont très impliquées et porteuses de la démarche, et souvent elles qui sont à l'initiative et
qui sont porteurs de la démarche, les partenaires sociaux, que ce soit le volet entreprise, les représentants des secteurs professionnels, les représentants des branches et les représentants ouvriers, les représentants salariés, la partie entreprise, les entreprises et l'entreprise individuellement, comment les entreprises et l'entreprise individuellement s'inscrit dans cette démarche et comment les actifs sont mobilisés ou tout du moins les actifs sont accompagnés dans un parcours au regard des problématiques. Ce qui veut dire qu'à chacun de ces niveaux, on doit avoir la GPEC territoriale, doit proposer et structurer une vision stratégique qui doit reposer sur un diagnostic qui doit être partagé par l'ensemble des acteurs, qui doit permettre d'identifier et clarifier les besoins en emploi et en compétences, et qui doit permettre, in fine, d'accompagner les actifs au regard des mutations économiques, environnementales, numériques qu'ils ont à vivre pour structurer leur parcours professionnel. Avant de passer aux outils et aux méthodes, Laurent, on a eu une question qui me semble intéressante. La difficulté de Henri, pardon. La difficulté me semble d'être de savoir comment croiser GEP, ECT hein, et GEP sectoriel. Comment bien faire? Ah, la question est bonne, on pourrait dire quel est l'œuf ou la poule, puisque souvent c'est un secteur sur un territoire qui est fortement impacté, qui va déclencher une GPEC territoriale, et les deux, effectivement, à un moment, vont devoir se croiser. L'objet de la GPEC territoire, c'est effectivement d'être englobant et d'inscrire l'ensemble des secteurs dans cette démarche. Donc, ça va bien être dans une démarche de GPEC territoriale, ça va bien être de positionner les secteurs les uns à côté des autres, d'identifier pour chacun les emplois et les compétences et de pouvoir travailler sur les transferts, ce qui va amener, j'ai envie de dire Emmanuel, dans une approche de conseil en évolution professionnelle, mais aussi toute l'approche de mise en place de dispositifs de formation. Le... Emmanuel? Oui, tout à fait. Effectivement, je dirais que le CEP, comment ça peut s'inscrire aujourd'hui dans la GPECT, c'est vraiment dans une logique quand même d'anticipation. C'est-à-dire que quand on arrive à un PSE, le CEP, il peut plus intervenir. Donc voilà, là où on s'inscrit, c'est vraiment quand il y a de l'anticipation. Alors, on était sur une approche micro pour croiser GPEC Mm. sectoriel, GPEC de territoire. Dans une approche macro, on a des outils comme l'EDEC qui nous permettra aussi de pouvoir croiser la question du territoire et des secteurs. Mais il est vrai que sans arrêt, il est nécessaire de croiser le secteur et le territoire, et c'est bien pour ça que dans le comité de pilotage, il apparaît nécessaire d'avoir des acteurs du politique Mm. qui représentent les territoires et des acteurs économiques qui vont représenter les branches et les secteurs, que ce soit par la partie employeur et des représentants salariés qui vont pouvoir apporter, euh, j'allais dire, cette teneur, cette approche des secteurs professionnels et comment ils évoluent. L'approche est bien de travailler dans un premier temps sur des données à mettre en perspective. Donc le diagnostic, c'est un peu ce que vous disiez, va commencer à identifier des données sur le territoire en termes de quels sont les secteurs qui sont impactés, quelles sont les entreprises qui sont impactées, quels sont les actifs qui sont impactés. Quand on parle d'actifs effectivement en emploi, mais on parle aussi d'actifs en personnes en demande d'emploi. Donc, quelle est un peu la ressource du territoire pour pouvoir intégrer les entreprises et les secteurs professionnels. On a effectivement les grands facteurs qui viennent impacter le territoire. Donc là, c'est
On met l'économique, on met le numérique, on met environnemental, le facteur environnemental, qui sont effectivement aujourd'hui les facteurs qui sont fortement portés. Mais on peut avoir d'autres facteurs d'évolution, hein, qui vont, selon les secteurs professionnels, qui peuvent impacter aussi, impacter leur évolution. Et puis donc, ce qui nous permettra d'avoir des prospectives, de mettre et de pouvoir identifier des besoins de demain en termes d'emploi et de compétences. Tout cela doit s'inscrire dans une démarche itérative que nous identifions, et nous identifions effectivement 4 grandes étapes. Et c'est bien parce qu'elles sont itératives qu'on passe d'une logique de curatif à une logique de préventif et d'anticipation. Une première phase, donc, qui est la phase diagnostic, les forces et faiblesses du territoire. De ces diagnostics, d'identifier des préconisations. On reviendra tout à l'heure plus précisément sur l'aspect diagnostic, qui est vraiment le cœur de la structuration d'une démarche GPEC. Après, il y a l'aspect autour des préconisations et du diagnostic d'amener les acteurs à se concerter, les acteurs à partager ce diagnostic, à partager ces préconisations, de façon à avoir des mises en priorité des préconisations. Et c'est là où il est important de ramener les 4 acteurs identifiés et que chaque acteur puisse, au regard de sa place, apporter son regard, mais que chacun soit en phase pour porter ce projet, puisqu'il y a un plan d'action qui doit être créé, et ce plan d'action doit être accompagné par l'ensemble des acteurs sur la question du territoire, la question des secteurs impactés, et dans des logiques de plan d'action en termes de formation, d'insertion, et des partenaires que l'on doit impliquer tout au long de la démarche. Et puis, bien entendu, une démarche, comme toute bonne démarche projet, avoir un temps de mesure de l'impact, de mesure des effets, de mesure des résultats, des actions qui sont mises en place. Cela devant repermettre de restructurer le diagnostic et de faire évoluer le diagnostic. Cette démarche itérative est bien à inscrire dans une temporalité de façon à ce qu'on ne soit pas sur du one-shot qui est souvent un peu la mise en échec d'une démarche de GPEC territoriale. Ainsi, un pilotage, et tout ça doit se structurer effectivement autour d'un pilotage. Un pilotage politique, hein, ce qu'on disait, collectivité, les entreprises présentes, un plan d'action stratégique porté. Et là, il est souvent intéressant de créer deux types de comités. Un comité plus porté sur le suivi et le pilotage des actions, et puis un comité qui va porter la partie des financements. Et c'est ce comité qui va aussi aller rechercher des financements au sein du territoire, mais majoritairement, les financements seront allés rechercher, que ce soit dans des politiques départementales, des politiques régionales, des politiques nationales. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des DEC, même si on sait qu'aujourd'hui, et sur l'année à venir, ce type de démarche peut être compliqué en termes de financement, puisque vous savez, comme moi, qu'il y a des restrictions budgétaires dans tous les sens. Au niveau opérationnel, c'est comment les entreprises, les actifs, les acteurs de l'emploi et de la formation et de l'insertion. Ne pas oublier que sur les territoires, il y a des salariés qui peuvent être hors emploi depuis un certain temps. Ces actifs-là, c'est comment on peut, par des politiques d'insertion, des politiques de formation, leur permettre d'accompagner les évolutions en besoins, en compétences sur les territoires. Emmanuel? Non, pas de remarque. Sur le diagnostic de territoire, nous avons identifié différents points, donc une GPEC territoriale, et on va revenir sur ces points les uns après les autres. Sur la question du territoire, sur la question de l'organisation, sur la question des actifs, sachant que le diagnostic doit permettre d'aborder ces 3 niveaux et de mettre en synergie, ça rejoint la question qui était posée tout à l'heure, sur territoire et secteur.
Si on regarde au niveau du territoire, les questions, donc on s'est proposé de mettre quelques questions en avant pour aider à la structuration de ce diagnostic. Si on peut aller sur le premier tableau. Oui. Alors, le premier temps serait sûrement d'identifier les spécificités territoriales. Quels sont les secteurs présents, leur poids, quelles sont les entreprises présentes, leur poids, les industries, quelle répartition des emplois par secteur, des mutations économiques et industrielles, les secteurs qui sont en mutation, bien les identifier. Comme vous le voyez, on revient régulièrement sur les transitions écologiques et numériques. Nous mettons en avant cela puisque le cabinet réalise des études, et je vous disais que j'avais la responsabilité des études sectorielles, des études de branches, et aujourd'hui, les branches professionnelles nous interpellent bien sur ces deux grands sujets, des transformations écologiques et des transformations numériques. On voit bien, c'est vraiment ces deux grandes transformations qui vont venir impacter les emplois de demain, avec effectivement des visions macro, des visions nationales portées par les secteurs et les branches, mais on voit bien quand on regarde comment les compétences vont bouger, que ça va être les territoires qui vont majoritairement gérer ces évolutions. Quand on vous disait que au niveau d'un garage, il peut y avoir quelques emplois qui vont disparaître, c'est comment le territoire va accompagner les mécaniciens au niveau local pour aller vers d'autres secteurs professionnels. Si on avance, ce qui est dans ce diagnostic, donc on a regardé le secteur, on a regardé les secteurs, on a regardé les grands facteurs de transformation au niveau du territoire. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder l'attractivité du territoire, quelle est l'accessibilité au territoire, comment le territoire est vendeur par rapport aux entreprises, par rapport aux salariés, quelle offre le territoire propose à des actifs et à des entreprises. Et puis un point, et je reviens sur la ligne plus haut, c'est comment le territoire est inscrit dans les politiques de financement des GPEC territoriales. Souvent, on va retrouver ce territoire qui peut être, l'État peut l'avoir identifié dans des politiques nationales, dans des financements nationaux. Donc, comment ce territoire est inscrit ou s'il n'est pas inscrit, comment la GPEC territoriale peut permettre à ce territoire de s'inscrire dans des politiques publiques et donc obtenir des soutiens financiers. Si on avance sur la partie entreprise, donc c'est de regarder là peut-être plus entreprise par entreprise, quelles sont les entreprises qui pourraient fermer, qui pourraient avoir des diminutions d'emplois, des plans sociaux, quelles sont les entreprises pouvant intégrer le territoire, pouvant naître sur le territoire, puisque les territoires vivent les deux en lien. Comment on crée ces cohérences? C'est des pénuries, d'identifier les pénuries de main-d'œuvre. Certaines entreprises peuvent exprimer de réelles difficultés de recrutement. Et puis, c'est d'identifier les grandes transformations, enfin des entreprises qui ont des transformations en emploi et en compétences. Donc là, on est au niveau des entreprises. Et si l'objet, c'est d'avoir un, un diagnostic à 360, donc c'est aussi de regarder la population, caractériser la population du territoire, caractériser la capacité de cette population à rejoindre des emplois en tension, et c'est d'adapter les compétences de ces actifs par rapport aux besoins des emplois de demain. Dans le diagnostic, nous avons aussi à regarder la partie emploi, formation, insertion, donc quels sont les acteurs de l'emploi sur le territoire, quels sont les acteurs de la formation, quels sont les acteurs de l'insertion, quelle est aujourd'hui leur offre de services, comment ils peuvent accompagner et comment ils peuvent accompagner par rapport aux besoins d'emploi et aux besoins de compétences de demain. Donc, c'est bien d'identifier aujourd'hui quelle est leur offre de service, qui les accompagne, comment ils répondent aux besoins. Quand nous avons fait ce diagnostic, donc vous voyez un diagnostic territorial,
un diagnostic au niveau des entreprises, un diagnostic au niveau de la population, un diagnostic au niveau des acteurs qui accompagnent les actifs dans leur reconversion, dans l'acquisition de nouvelles compétences. Il est indispensable de pouvoir formaliser à minima 2 documents. Tout d'abord, un document qui sera le document structurant avec une vision à long terme qui permettra d'identifier la synthèse du diagnostic et des préconisations, qui définira les orientations, qui identifiera les moyens, on a parlé des moyens financiers, et qui va structurer le pilotage de la démarche. Ça, c'est le document structurant et les acteurs pilotes de la démarche doivent être complètement en phase et intégrés dans la structure, dans la formalisation de ce document. Et puis parallèlement, et là, on reprend le schéma de tout à l'heure, on est sur la deuxième strate, on est sur la strate du plan d'action. Ce plan d'action qui est en direction des entreprises, des branches, des actifs, des acteurs de l'emploi et de la formation, et qui va à ce moment-là identifier des pilotes, qui va identifier des moyens financiers, des moyens humains pour mettre en œuvre ces actions qui seront le résultat des préconisations et du diagnostic. Donc on a bien un document, on va dire, de politique, un document de stratégie du territoire et un document plus de plan d'action à mettre en œuvre en direction des différentes parties prenantes d'une démarche de GPEC territoriale. En termes de financement, nous avons identifié des financements au niveau du territoire, au niveau de l'entreprise, au niveau des actifs, qu'ils soient salariés ou en recherche d'emploi. Au niveau du territoire, effectivement, il y a des financements qui sont portés soit par les secteurs et les branches, soit par l'État, soit par les conseils régionaux. Si on prend un EDEC, par exemple, qui est un engagement de développement emploi compétences, eh ben, c'est importé par une branche professionnelle. Si on prend un PIC, c'est un appel d'offres ouvert qui est porté par l'État, chaque territoire pouvant répondre avec un plan d'action afin d'accompagner le développement de ses compétences. Pour les entreprises, il y a différentes offres possibles, portées aussi par les OPCO, portées par euh, les collectivités, portées par l'État. Si je prends par exemple une PCRH, c'est un dispositif d'accompagnement des entreprises en conseil ressources humaines qui est porté par les OPCO. Et les entreprises peuvent mobiliser ce financement pour les accompagner dans leur reconversion. Emmanuel, je vais peut-être te laisser. Oui, et puis il y a des dispositifs spécifiques pour accompagner, je dirais, les salariés dans des projets de reconversion. Et je pense notamment à Transition collective qu'on prénomme Transco, le petit diminutif, qui va permettre, mais je vais y revenir peut-être tout à l'heure, d'accompagner justement des populations qui pourraient être sur des métiers impactés ou qui peuvent à terme être voués à disparaître vers des métiers en territoire, en proximité, sur son territoire de bassin de vie, vers des métiers qui sont et des entreprises qui recrutent. Donc des métiers en tension, donc c'est des dispositifs voilà, qui permettent de sécuriser la transition sans passer par la case chômage. Donc c'est des dispositifs intéressants. Bien sûr, il y a tous les dispositifs de financement de formation interne à l'entreprise, le plan de développement des compétences, la FEST. Et puis, voilà, quand il n'y a pas de solution, il y a effectivement le plan Le le PSE. PSE qui peut être mis en place par l'entreprise. Ça, c'est une partie des actions. Il y en a d'autres pour accompagner les transitions, alternance, etc. Et puis, du côté des actifs, salariés, à l'initiative des salariés aussi, dans un contexte de transformation, etc., selon, je dirais, les modalités aussi de communication du contexte de l'entreprise, etc., au sein de l'entreprise, un salarié peut aussi, à son initiative, engager une démarche de réflexion par rapport à son parcours professionnel, je dirais, d'évoluer vers un nouveau métier en interne
ou à l'externe. Et donc, le conseil en évolution professionnelle, je vais y revenir, voilà, est un service qui permet vraiment d'accompagner le salarié dans sa réflexion, en sachant que ça peut être complètement articulé avec les échanges qu'il a avec, bien sûr, son employeur par rapport aux transformations à l'œuvre dans l'entreprise. Et puis, il a à la main du salarié, mais j'y reviendrai là juste après, un certain nombre de dispositifs de financement pour les accompagner dans ces démarches de développement de compétences. Donc effectivement, alors je vais parler du CEP, comme un outil d'anticipation des transformations sur un bassin d'emploi dans une entreprise et comment effectivement le CEP peut être mobilisé, à l'initiative du salarié. Je dirais que le conseil en évolution professionnelle, c'est un service public accessible, par tous les actifs tout au long de leur vie professionnelle, dès lors qu'on rentre dans sa carrière, même en tant qu'alternant, jusqu'à la fin de sa carrière, on peut faire appel à un conseiller en évolution professionnelle à des moments clés de questionnement dans son parcours professionnel. Donc, le CEP des actifs occupés, donc des salariés, des travailleurs indépendants, est mis en œuvre par Avenir Actif. C'est un service public gratuit qui est confidentiel à l'extérieur de l'entreprise, qui est neutre dans le sens où on n'a pas intérêt à orienter vers tel ou tel métier, même si on informe bien entendu les salariés de la réalité des besoins des entreprises et on leur donne je dirais, de l'éclairage aussi sur les opportunités qui peuvent se présenter sur le territoire. Et donc ça s'inscrit complètement dans une logique de GPEC de territoire. Un CEP va avoir connaissance des projets qu'il y a sur le bassin d'emploi, des entreprises qui potentiellement peuvent recruter et des opportunités qui peuvent se présenter. Donc, pouvoir vraiment faire le lien entre le projet identifié au cours de l'accompagnement et les perspectives locales. Donc, je pense que c'est vraiment un outil intéressant dans le cadre d'une GPECT et que ça peut complètement s'articuler. De proximité, puisque le CEP a, je dirais, un maillage territorial très, très fin auprès des différentes villes. Et personnalisé, c'est un service qui s'adapte complètement aux besoins d'un individu. On a des CEP courts, des CEP longs, et puis sur des thématiques très variées. Donc, comme je le disais, ça s'articule, c'est un service qui est à la main du salarié, qui est à l'initiative du salarié, mais ça n'empêche qu'un employeur peut tout à fait parler du CEP à ses salariés, surtout dans un contexte de transformation, pour leur proposer, s'ils le souhaitent, bien sûr, d'aller voir un conseiller en évolution professionnelle pour les aider à cheminer par rapport à des choix et par rapport à des volontés, je dirais, de développer de nouveaux projets en interne comme en externe. Et ça peut être aussi une ressource précieuse pour une entreprise, puisqu'on sait que, je dirais, la réalité des dispositifs à la main des salariés et des dispositifs de financement est de plus en plus complexe. Et donc, s'appuyer sur un conseiller extérieur à l'entreprise, c'est aussi avoir de l'information fiable, sécurisée, avec différents scénarios possibles. Et souvent, dans la logique lorsqu'une entreprise peut être en difficulté ou en questionnant sur certains métiers, ils ont tendance à attendre d'être dans une situation un peu critique pour pouvoir informer les salariés. Alors que nous, on est vraiment en posture de anticiper, informer les salariés sur les évolutions des métiers, etc. Et pour qu'il y ait vraiment une construction de dialogue qui se fait entre l'employeur et sa stratégie à court ou moyen terme et la stratégie individuelle du collaborateur et qu'il y ait des espaces d'échange comme l'entretien professionnel, bien sûr, mais également l'accompagnement peut permettre aux salariés, comme le CEP, de cheminer de son côté et de nourrir le dialogue entre l'entreprise et le salarié. Alors, vous avez ici la roue des services du CEP. C'est je dirais, un service qui doit répondre à tous les questionnements qu'un salarié peut se poser au cours de sa carrière. Donc, il y a, je dirais, une panel de questionnements qui est très large, hein. Ça peut être effectivement des projets de reconversion, de création d'entreprise,
de recherche d'emploi également, hein, pour quelqu'un qui veut se repositionner dans une autre entreprise. Mais c'est aussi un service qui doit permettre d'accompagner des projets d'évolution interne à l'entreprise, de s'informer sur les opportunités au niveau local d'emploi, et puis d'accompagner aussi tous les projets de formation. Ça peut être des formations courtes en interne comme des formations plus longues avec des changements de métier en interne ou en externe. La valorisation des compétences, bien sûr. Et puis, je dirais, c'est un service qui doit permettre de prendre du recul par rapport à une situation professionnelle ou des questions qui peuvent se poser au niveau je dirais, du parcours professionnel, et notamment quand il y a je dirais, des évolutions au sein de l'entreprise, mutations numériques, transformation écologique, etc. Les salariés se posent des questions de fait sur les perspectives à moyen long terme, et le CEP, ça peut être aussi un moyen de réfléchir à la manière dont le salarié souhaite être accompagné dans ces transformations en interne comme en externe. Et puis, c'est aussi un espace où on peut travailler autour du dialogue professionnel employeur-salarié. Ça veut dire comment concrètement je parle de mes aspirations professionnelles, comment je peux parler à mon employeur de mes questionnements, alors, au sein de l'entretien professionnel, mais pas que, ça peut être aussi dans d'autres moments de dialogue avec mon manager, par exemple. Donc, c'est un service qui est sur différents niveaux. Il y a une première plateforme téléphonique pour la prise de rendez-vous. Il y a un premier niveau de conseil personnalisé qui est un entretien conseil qui permet d'explorer, d'analyser la situation et de pouvoir donner déjà des premières clés de lecture et d'information par rapport au questionnement du salarié, de lui présenter aussi comment on peut l'accompagner dans le deuxième niveau. Donc l'accompagnement permet de définir et de mettre en œuvre un projet sous forme de rendez-vous individuels, mais aussi il y a des ateliers en ligne, des ressources en ligne qui sont adaptées à son besoin. Et puis surtout, le CEP ne travaille jamais seul, on travaille avec tout l'écosystème des organismes de formation, des financeurs, des acteurs de la création d'entreprises, des acteurs de la santé, du social qui peuvent aussi nous aider pour pouvoir avoir une approche globale de la situation du salarié et de mettre en place des actions avec tous ces acteurs. Et dans le cadre d'une GPECT, on est vraiment en interaction et en cohésion avec tous ces acteurs au niveau territorial pour mettre en place des actions et je dirais des démarches de sécurisées pour accompagner les transitions des salariés qui pourraient être impactés par ces transformations. Donc, comme vous voyez ici, je dirais, il y en a d'un côté, du point de vue du dialogue professionnel, la stratégie de l'entreprise, comment toute la démarche de GPEC dont a parlé Laurent tout à l'heure, avec un certain nombre d'actions qu'il peut mettre en place, et notamment le plan de développement des compétences, mais pas que. Et puis de l'autre côté, la stratégie individuelle du salarié d'accéder à de l'emploi, de changer d'emploi, de pouvoir progresser dans l'entreprise, d'adapter ses compétences, de se reconvertir. Et donc, l'entretien professionnel, c'est vraiment l'instance qui permet de faire dialoguer la stratégie de l'entreprise et la stratégie de l'actif. Et le CEP peut permettre de nourrir ce dialogue employeur-salarié soit en aval des entretiens pour préparer les entretiens entre l'employeur et son manager, soit en amont, je veux dire, et en aval pour mettre en œuvre des actions qui auront pu être identifiées ensemble lors de l'entretien professionnel. Tu peux passer à la slide suivante, Morgane, s'il te plaît. Et donc là, je fais un petit focus sur les différents dispositifs. Donc, vous voyez, c'est un panel, il y en a en plus d'autres, tous n'y sont pas, de dispositifs qui permettent d'accompagner d'accompagner les transformations et les actifs. Donc, il y a des dispositifs qui sont à l'initiative de l'employeur. Donc, je pense à l'entretien professionnel, le plan de développement des compétences, le FNE dont tu as parlé tout à l'heure. Il y a aussi toute la logique de dotation volontaire, droits supplémentaires, les abondements que l'entreprise
peut mettre en place pour pouvoir accéder à des formations avec un cofinancement, employeur qui va fournir des abondements et salarié qui va mettre une partie de son CPF sur des projets de formation. Transition collective, qui est un dispositif qui est très important dans le cadre des mutations actuelles et des transformations, qui va permettre d'accompagner des salariés qui potentiellement pourront être impactés sur des suppressions de métiers ou des transformations de métiers qui nécessitent d'être accompagnés dans le cadre de formation. Et notamment pour aussi transférer des compétences d'une entreprise à une autre sur un même bassin d'emploi. Donc, on est vraiment dans la logique GPECT. Et Transco, ça se co-construit avec les conseillers en évolution professionnelle qui accompagnent le salarié dans la définition du projet de reconversion, mais également Transition Pro qui finance la formation qui va permettre de sécuriser ce parcours sans passer par la case chômage. Et puis l'interaction avec les entreprises employeuses d'origine et puis les entreprises recruteuses du territoire. Plus tous les acteurs de la formation, les organismes de formation, etc. Donc, on travaille beaucoup en interaction et c'est indispensable pour que ce type de démarche puisse se mettre en place du point de vue territorial. Donc, c'est vrai qu'il y avait eu des plateformes territoriales dans le même esprit qui avaient été mis en place post-Covid, mais le contexte n'était pas du tout le même. Il y avait peu d'entreprises qui étaient en difficulté. Aujourd'hui, je pense que Transco, c'est un dispositif qui va sans doute se développer davantage sur 2025 et bien heureusement, il a été reconduit sur l'année 2025. Il y a des dispositifs de commun accord, donc tous les dispositifs d'alternance notamment et de PROA qui permettent aussi d'accompagner des projets de formation et de la FEST, des actions de formation en situation de travail pour développer de nouvelles compétences sous une autre forme de modalité. Dans les transformations, il y a aussi un dispositif qui est peu utilisé par les entreprises, alors que ça a vraiment tout son sens pour sécuriser le parcours notamment des salariés qui sont peu qualifiés. Ou qui peuvent être en difficulté, en situation d'illettrisme, par exemple. Et donc, les dispositifs CLEA permettent vraiment de certifier des savoirs de base et d'enclencher des actions de formation pour des publics qui sont peu qualifiés et dans un objectif vraiment de développer leur employabilité. Donc ça, c'est vraiment dans des contextes de transformation une priorité et on sait que Cléa aujourd'hui, je dirais que c'est principalement utilisé pour des demandeurs d'emploi et très peu pour des salariés malheureusement, alors que c'est un dispositif qui est vraiment indispensable dans des contextes de tension. Et puis, à l'initiative du salarié, comme je le disais, le CEP voilà, peut être activé tout au long de la vie et dans des contextes de transformation, la logique d'anticipation et de pouvoir mettre le salarié dans une démarche, je dirais, d'engagement et d'enclencher la mobilisation pour développer de nouveaux projets. Ça peut être vraiment un appui important et j'invite les entreprises à en parler auprès de leurs collaborateurs. Et puis, bien sûr, le salarié, il a à sa main son CPF. Il a également des dispositifs comme le projet de transition professionnelle qui va lui permettre de développer un projet de création, de reconversion. J'ai pas intégré également, il y a des dispositifs démissionnaires pour la création ou la reconversion qui sont mobilisables. Et puis, il y a des dispositifs spécifiques aussi pour des personnes qui sont dans des situations de poste confrontées à la pénibilité. Je pense notamment au PUR et au FIPU, qui sont des dispositifs qui permettent de financer la formation pour des salariés qui sont sur des postes exposés au froid, travail de nuit, etc., etc. Le bilan de compétences qui peut être bien sûr complémentaire avec le CEP et on travaille beaucoup en lien aussi avec les centres de bilan quand il y a besoin vraiment d'approfondir un temps de réflexivité autour de ces compétences et de ces aspirations. Et puis la VAE qui permet aussi dans un contexte
potentiellement de fin de contrat ou de risque sur l'emploi, de valider des acquis de l'expérience pour des personnes qui n'auraient pas acquis de diplôme au regard de l'expérience acquise. Et donc, ça permet vraiment de sécuriser et puis d'enclencher. Souvent, ça se fait en combinaison avec des projets de formation pour sécuriser le parcours des salariés. Donc, toutes ces démarches permettent vraiment de sécuriser l'accompagnement des actifs. Bien, je vois l'heure qui avance. On va arriver un Tout peu à au fait. terme, hein, puisqu'on avait prévu une heure d'intervention. Donc, l'objet de cette intervention était bien de positionner ce que pouvait être une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du territoire, de la positionner effectivement comme étant un lieu qui allait absorber un peu les grandes transformations nationales, internationales, mais qui allait devoir les porter, les absorber et les porter. Et l'objet était d'identifier comment un territoire allait pouvoir se structurer, s'organiser, de façon à pouvoir accompagner les actifs sur son territoire, les entreprises sur son territoire, le monde économique sur son territoire, de façon à ce que ce monde économique puisse continuer à perdurer et absorber ces grandes transformations. Et comment cette approche pouvait effectivement et nécessitait d'avoir aussi bien une approche et dans le même temps, c'est une approche qui est complexe, puisque dans le même temps, elle doit absorber une approche territoriale et une approche sectorielle, et je reprends la question qui était posée, et dans le même temps, elle doit absorber et mettre en cohérence une approche plus globale du territoire et une approche de l'actif au plus proche de son parcours professionnel. Et Emmanuel, effectivement, nous a montré toute la palette de comment on pouvait accompagner l'actif dans son parcours professionnel avec des financements, des dispositifs, mais au-delà de financement, effectivement, des dispositifs très intéressants avec des gens qui allaient pouvoir, des professionnels qui allaient pouvoir les accompagner dans leur parcours. J'espère qu'on a répondu, ou tout du moins qu'on vous a dressé à peu près ce tableau, comme vous voyez, qui est assez complexe, ou tout du moins multifactoriel, et comment il faut intégrer l'ensemble de ces facteurs dans un système global. Emmanuel, Morgane, pour conclure, le petit mot de conclusion, au-delà de dire qu'on a pris beaucoup de plaisir à intervenir auprès de vous. Alors, je vois une petite question. Il faut ajouter l'alternance. Oui, tout à fait. Bien entendu. Oui, bien entendu. Et l'alternance, le contrat de pro, l'apprentissage, etc. C'est des leviers. Et je ne vois pas d'autres questions. Bah, j'espère que ce webinaire a répondu à vos questionnements concernant ce sujet de la GPECT. N'hésitez pas à nous faire un petit retour dans le question-réponse. Et puis, Morgane, on a d'autres webinaires qui sont programmés, puisque c'est des cycles qu'on fait Oui, oui, oui. régulièrement. Tout à fait. En janvier, on aura un webinaire sur tout ce qui est question de prévention des risques psychosociaux avec nos experts à Catalyst. Très bien. Merci à tous. Alors, le PPT ne vous sera pas transmis. En revanche, c'est un webinaire qui a été enregistré, qui sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Et puis, Merci. Merci très à bonne vous. journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.